Donc j'espère vraiment que les études, vous arrivez à faire tout que vous voulez, ce que vous pouvez ensemble. Du coup, aujourd'hui, moi, je suis là. On va parler ensemble du métier de QC dans un studio triple A. Si vous avez des questions, donc comme l'a dit Rémi, n'hésitez pas à lever la main. Il va y avoir par moment où je vais vous poser des questions, donc n'hésitez pas à parler dans le chat. Alors attendez, je vais le mettre, comme ça je l'aurai devant moi. Il y a pas de souci, on peut interagir aussi par là. La présentation a été réfléchie pour. Du coup, alors avant qu'on parle un peu du métier de QC, je vais juste déjà me présenter. Donc, je suis Melvin de Mathéis, j'ai 25 ans. J'ai obtenu un bachelor en game design et creative coding à IARTSUP Lyon en 2019. Donc, ça fait déjà 2 ans que je suis sorti de la promo. J'étais avec Renaud Juvin et c'est possible que certains d'entre vous me connaissent ou voient qui je suis. Parce que donc depuis 2018, je suis intervenant dans les écoles de jeux vidéo et notamment j'ai été intervenant Unreal Engine à IARTSUP. Et je fais aussi des missions de game design pour des écoles. Et cette année, je continue dans d'autres écoles de jeux vidéo à Lyon. Parallèlement à ça, je travaille depuis février 2020 dans le studio Ivory Tower à Lyon, qui est le studio le plus important. Et c'est un studio donc triple A. À ce moment-là de la présentation, vous allez avoir 2 vidéos successives que je vais vous passer. Je vais vous mettre le son. Normalement, ça sera bon pour vous. Et une fois que tout ça est bon, on va pouvoir y aller. Donc là, je vais vous présenter une vidéo sur quoi je travaille, sur le jeu en fait dans sa globalité. Alors, dites-moi si vous entendez bien le son, s'il vous plaît. Pardon. Ça fonctionne. Oui. Je remets ça, hop, c'est bon. Hey, here's your chance. Get our new hotshot driver with a promising career dominate off-road racing on his way to the top. Oh, there's a skid. Oh, and there's a wreck. The cars are hauling up. Our champions work around it brilliantly. Now that's the skill that wins no matter what the engine, no matter what the track. He is this season's undisputed motorsports champion, coming out of nowhere to rise to the top.
Ah, vous avez eu alors le problème d'FPS, je suis désolé. Bon, en tout cas, vous pourrez retrouver la vidéo sans problème sur YouTube. Elle est facilement disponible. Alors, pour parler un petit peu de The Crew 2, cette vidéo que vous venez de voir en fait a été annoncée durant l'E3 2017. Bon, pour faire un petit rappel, l'E3 c'est un studio de, pardon, c'est une conférence de jeux vidéo à Los Angeles qui est normalement toutes les années. Comme vous le savez, avec le Covid, il n'y en a pas eu en 2020 et on ne sait pas ce qu'il y aura pour 2021. En tout cas, bref, généralement, c'est chaque année. Donc The Crew 2, en fait, c'est un jeu d'arcade qui est tourné vers le MMO, donc c'est Massively Multiplayer Online. Le but, en fait, ça va être de parcourir en fait l'ensemble des États-Unis afin de débloquer en fait divers accessoires pour les équiper sur véhicules. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour faire San Francisco, on va dire Miami, en temps de jeu, il vous faut 45 minutes en conduisant. Donc on est sur une map qui est énorme. Et vous pouvez rouler avec à peu près 400 véhicules en ce moment. Et à chaque mise à jour, nous ajoutons de nouveaux véhicules. Donc, comme vous avez pu le voir, The Crew 2 est sorti en juin 2018. Depuis, ça a été 7 updates majeurs qui ont été proposés. Moi, j'ai commencé à travailler sur Inner Drive. Alors, attendez, je vais mettre le pointeur laser. Donc, c'est à partir de celle-là. J'ai travaillé sur Inner Drive, Summer Hollywood. Et depuis hier, nous avons sorti une nouvelle mise à jour qui s'appelle Motorflix. Évidemment, bah là, ça doit couper pour vous, je suppose. Et vous n'avez pas le son. Là, est-ce que ça coupe encore? Ça coupe, mais il y a du son par contre. Hey champ, Est-ce this is que Lara, vous the préférez que coordinator je for vous envoie en fait Motorflix. Yes, les that vidéos sur Motorflix, YouTube? the biggest TV show company on the block. I've been following all you've done, and I want you to be our lead performer. You'll be on point for the most high-octane scenes in all our upcoming action series. It's a multi-season deal with 2 different episodes per season. Every episode lasts 2 months, so there's no shortage of work. It's all down to you. The better you drive, the bigger the show. Action! We'll kick things off with The Chase, episode 1 of Motorflix's latest season. It's a no-holds-barred action ride, where a foolish gang of robbers use hyper-tuned cars to steal from the private bank Vault Corp. To retrieve their assets, Vault Corp calls in their elite interception team. You'll be playing the lead interception driver. We need you at the top of your game. That's what I call driving. The action series, The Chase. Oui, je pense que ce sera quand même préférable pour vous que je vous envoie les liens des vidéos sur YouTube sans que ça cut. Hop, alors je vais couper juste le son pour moi. Donc en fait, cette mise à jour a simplement ajouté, on va dire, le système de voiture de police dans The Crew, qui c'était une feature qui était extrêmement demandée par les joueurs et qui était présente dans The Crew 1. The Crew 2, du coup, est disponible sur les plateformes PlayStation, donc PS4, PS5, Xbox avec tout ce qui en suit, Series X, S et voilà. Dispo également sur PC et il a apparu sur Stadia depuis mars 2020. Avec The Division For Honor, The Crew 2 est une licence qui a doublé en valeur comptable sur l'année 2019-2020, pardon. Et c'est ce qu'on peut trouver sur le rapport fiscal d'Ubisoft. Bon, du coup, on a terminé un petit peu la présentation sur quoi je travaille.
Et je pense que si vous êtes dans le jeu vidéo, vous avez sûrement entendu parler du QA. Est-ce que vous savez ce que c'est pour vous le métier de QA, donc de Quality Assurance? Donc à ce moment-là, n'hésitez pas de mettre, de partager dans le chat, il y a pas de souci, hein. Si vous voulez même, intervenir à l'oral pour vous pour nous donner des réponses. Hop, alors je remets juste le alors tester des jeux et relever des erreurs. Alors effectivement, c'est des testeurs. Eux, ce qu'ils vont faire en fait, c'est qu'ils vont assurer le bon fonctionnement du jeu en tant que flow joueur. Quand j'entends en tant que flow joueur, je veux dire que ils jouent, c'est comme si nous avions des joueurs extrêmement expérimentés qui connaissent tout le jeu, mais qui eux n'utilisent pas de cheat ou de command line comme on pourrait avoir en développement. Ils vont faire donc du rapport et du suivi de bugs, comme tu l'as dit, Océane, et ils vont faire également en fait des exécutions de test plan. Imaginons que vous avez une arme, une épée que vous venez de créer, que vous ajoutez dans votre jeu. Un test plan, ça veut dire ok, bah tu as ton épée, il va falloir que tu ailles la tester dans le shop parce que c'est l'endroit où tu vas l'acheter. Il va falloir également que tu ailles la tester quand tu es en combat, pour voir que si elle fait bien des dégâts, pardon. Si vous jouez en équipe, est-ce que vos alliés voient aussi les dégâts que vous infligez? Comment elle se porte on va dire, quand vous êtes en free, quand vous déplacez, les animations, toutes ces choses. Donc voilà. C'est ce qu'on appelle en fait des test plans. C'est un regroupement de plusieurs tests en rapport avec l'objet qu'on doit faire, qu'on doit tester. Ils sont aussi très proches du support client. Ça veut dire qu'ils sont souvent sur Reddit, sur les serveurs Discord, sur les forums. Et dès qu'il y a un problème, ce sont eux qui vont essayer de les reproduire sur la version en ligne directement. Globalement, on va dire en fait qu'ils veulent assurer la qualité du produit final. Donc c'est simple, c'est ça. Donc imaginons qu'ils vont jouer en fait sur le même jeu que vous. Mais du coup, moi, ce que je vous dis, c'est le métier de QC. Qu'est-ce que le métier de QC, du coup, pour vous, avec mes explications? Est-ce que vous voyez une différence? Qu'est-ce que tu entends par pour pas casser le jeu? Si tu veux prendre démute ton micro, il n'y a pas de souci, hein. En gros, vous le testez comme un joueur jouerait normalement et vous essayez pas, par exemple, en modifiant, en allant plus vite que ce que le joueur pourrait ou quoi, vous essayez pas de Alors pousser le jeu à l'erreur, en fait. tu dis ça, c'est pour QA ou QC? Pour QA. Oui, donc ouais, on va dire que c'est ça, mais ouais, pousser vraiment le jeu dans ses retranchements et ce que peuvent créer les joueurs comme bug. Alors, non, c'est pas une D'accord, différence. merci. Ouais. C'est pas une différence hiérarchique. Et en fait, la différence entre QA et QC, elle est, on va dire, infime, mais au final, elle est énorme. Donc, c'est également des testeurs. Sauf que la différence majeure entre un QA et un QC, c'est que eux, ils vont contrôler le bon fonctionnement d'une features en développement. Ils vont aussi à faire du report et du suivi de bugs. Et peut-être, est-ce que vous voulez que je revienne sur qu'est-ce qu'une features? On va dire que le développement d'une feature, imaginons qu'on va ajouter un nouveau mode de jeu. Pendant le développement de ce mode de jeu, les QC, eux, vont entrer et vont jouer en fait à ce mode de jeu, chercher des problèmes et voir si l'ajout de ce nouveau mode de jeu pourrait créer des problèmes, que ce soit dans le mode de jeu en lui-même ou dans les modes de jeu qui sont dans les alentours. Je sais pas, je vous dis une bêtise, vous lancez un match à mort et du coup, en fait, le nouveau mode de jeu peut plus se lancer. Peut-être que votre nouveau mode de jeu, c'est un mode domination et que quand vous lancez en domination
vous revenez dans le menu principal, vous pouvez plus jouer au match à mort. Donc voilà. Le QC va venir travailler pendant le développement, donc les joueurs, eux, ne voient pas ce qui se passe. Et le but des QC, c'est de pré-shot tous les bugs qu'on peut avoir avant qu'ils sortent avec la mise à jour. Alors, avec qui travaillent les QC, on va venir juste après. Tu verras, oui, ils travaillent avec les UX designers. Donc, comme je disais, ils font aussi des rapports et des suivis de bugs, vu qu'ils sont dans le développement de la feature. Ils font également des test plans, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et leur but, eux, globaux, c'est de contrôler la qualité du produit en cours pour, en fait, alléger le problème des QA testeurs et surtout, en fait, pas sortir avec un jeu avec des millions de bugs comme on avait pu avoir avec Assassin's Creed, je sais plus c'était quel, celui-là, Paris. Unity. Unity, voilà, merci. Où on se retrouvait avec des millions de bugs à la sortie, parce que ça demande énormément de boulot en amont. Je pense que en voyant la slide, vous avez remarqué qu'il y a une troisième question. C'est pour vous, du coup, en connaissant QA, QC, qu'est-ce qu'un Quality Control Localisation? Est-ce que... Alors, ouais, il y a un lien avec la traduction. C'est quand même un peu plus fort que la traduction, même si c'est la localisation, en fait, ça fait partie de la traduction. La première chose, c'est que c'est aussi des testeurs, hein, on est d'accord là-dessus. Eux, leur but, ça va être d'assurer que l'adaptation du contenu qui est en anglais se fasse parfaitement dans une autre langue. Et quand je dis ça, je pense que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et pour vous donner un exemple, pour bien comprendre en fait ce que fait un Loka testeur, imaginons que... Alors, non, on va pas imaginer, c'est véridique. Le Loka testeur doit connaître en fait certaines règles qui sont appliquées dans certains pays. Par exemple, les pays Émirats arabes, eux, n'ont pas le droit d'utiliser, de dire, ou on va dire de décrire le mot Dieu. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte avec... du coup, c'est surtout CD Projekt Red avec The Witcher 3 qui se sont rendus compte de cette règle-là, c'est que ils avaient shooté toutes les voix, ils avaient fait toutes les traductions, et au moment où ils ont demandé à publier le jeu chez les pays Émirats arabes, on leur a dit non, vous avez utilisé le mot Dieu, donc nous, ça ne correspond pas avec nos règles. Donc, ils ont été obligés en fait de refaire des millions de prises de lignes de traduction et aussi en termes de vocal. Il y a aussi comme des questions de culture. En Australie, par exemple, on n'a pas le droit de faire l'apologie ou parler en positif de la drogue. Par exemple, la morphine, dans Battlefield, je ne sais plus c'est lequel. Dans les Battlefield, on peut redonner de la vie à nos collègues avec de la morphine. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'Electronic Arts, spécialement là pour cette localisation, vont faire une version de jeu différente en utilisant par exemple des bandages. Donc voilà la principale différence, les règles qu'ils doivent connaître eux, et forcément ils font des rapports et de suivi de bugs, de l'exécution de test plans, et c'est comme les QC, ils vont contrôler la qualité du produit en développement. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Je suis en train de lire en même temps un peu ce qui se passe sur le chat. Pendant le vocal, les acteurs vocaux n'ont pas tilté. Et en fait, c'est difficile parce que ça se passe un peu comme dans, on va dire, le cinéma, lorsqu'on fait venir des acteurs, des traducteurs ou des doubleurs, ils n'ont pas... Généralement, déjà, c'est pas forcément des gens qui sont du métier, donc ils n'ont pas une conscience ou la notion de ces règles. Et surtout, c'est que ils ont pas le jeu devant eux. Des fois, ça arrive rapidement en début de production. Et un point qui est aussi important du Loka testeur, c'est que, imaginons que vous êtes dans une scène épique où
et ben vous êtes dans un combat et que votre personnage, en fait, pendant le combat, il y a une cinématique où il parle et qu'il n'est pas essoufflé, ça paraît bizarre, en fait, à l'œil. Et lui, son but aussi, c'est que ce qui se passe à l'écran et la voix, la voix ou ce qui est à l'écrit fit parfaitement avec l'intention qu'on veut donner. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez que je reprenne certains points? Il n'y a pas de souci. Alors, s'il y a des problèmes de design, eux, ils peuvent le faire remonter. Il n'y a pas de souci. Après, c'est pas lui qui va venir régler ce problème. Il peut dire que, ah oui, bah effectivement, j'ai l'impression quand même qu'entre ce qu'on veut faire et comment ça rend, ça matche pas bien. Moi, je vous propose par exemple de faire comme ça et comme ça. Et ensuite, ça va être aux designers, eux, de venir modifier s'ils le veulent, et s'ils ont le temps surtout, les parties à changer. Ça serait plus facile de faire un doublage dans les animes. Alors oui, et en même temps, j'ai envie de te dire que énormément de fois, il y a des NDA où on n'a pas forcément le droit pour les acteurs de voir tout simplement ce qui le double. Du coup, c'est un peu entre deux. On essaye on leur demande que des intentions sur ce qu'on veut faire. Et c'est pour ça qu'en fait, ils arrivent rapidement en début de pré-prod et puis ils reviennent souvent à la fin pour, pour vérifier, pour re-shooter des lignes. Alors, une NDA, c'est Non-Disclosure Agreement, ça veut dire en gros, quand vous rentrez dans un studio, vous allez faire du contenu, vous allez voir des choses qui normalement ne doivent pas être divulguées au grand public. Donc c'est-à-dire que vous signez un contrat en disant que je ne divulguerai aucune information sur le prochain Assassin's Creed. Ouais, voilà, c'est une clause de confidentialité et elle tombe un jour. Tout simplement, ouais, effectivement, clause de confidentialité, peut-être que c'est plus simple que je ne m'embarque dans des explications. Donc voilà. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais au final? Donc chez Ivory Tower, je suis dev tester responsable live. Nous, dans une production, on appelle le jeu qui est sorti, qui est disponible aux joueurs, on appelle ça du live. C'est pour ça que je le précise. Donc, c'est-à-dire que je gère en fait tout ce qui est live issue, c'est-à-dire que les QA testeurs, eux, quand ils font des tests et qu'ils reproduisent des bugs sur le jeu en live, ils viennent m'envoyer les bugs à moi, pardon. Moi, je vérifie s'ils sont toujours d'actualité, s'ils existent dans les prochaines mises à jour. Et je viens les dispatcher dans les nouvelles équipes, toutes ces choses. Je m'occupe également des maintenances. Alors, je suis un petit peu. Donc, dans les maintenances, imaginons que on a des événements qu'on fait pour Halloween ou pour septembre, pour Noël, pardon. Et le but de cette maintenance, c'est juste qu'on va multiplier par 2 tous les bonus que vont pouvoir avoir les joueurs. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que ça marche bien au début, ok, que si je me mets à la date de la maintenance, et ben tout ce qui est voulu, ça se déroule comme d'habitude, comme voulu. Et je viens mettre à la fin de la maintenance pour vérifier que tout est revenu à la normale. Je m'occupe également des TTS, donc on appelle ça Technical Test Server. C'est juste, on va dire, une version bêta de la prochaine mise à jour qu'on envoie à certains panels de joueurs pour recueillir un peu leur retour et avoir des feedbacks concrets sur le handling de la voiture, enfin le comportement de la voiture, est-ce qu'ils trouvent que c'est trop cher, des choses comme ça. Je m'occupe également du shop de The Crew 2. Donc, dans le shop, il va y avoir des bundles. Les bundles, on va dire que c'est un ensemble d'items. Donc, on peut y trouver des voitures à l'intérieur, on peut y trouver des vanités. Et moi, mon but, ça va être de vérifier qu'ils apparaissent à la bonne date, qu'à la bonne date, ils disparaissent et que les nouveaux apparaissent.
que le contenu à l'intérieur correspond à ce qui est demandé. Donc ça veut dire, est-ce que c'est la bonne voiture? Est-ce que c'est la bonne image qui apparaît quand on charge la voiture? Est-ce que c'est le bon prix? Est-ce que c'est le bon prix avec une, une réduction? Est-ce que quand je l'achète, c'est le bon véhicule qu'on me donne? Est-ce que le véhicule s'équipe? Et du coup, après, ça va être pareil pour les vanités. Le même process, je viens vérifier tout ça. Je m'occupe également des Safe Compatibility. Alors, ça, c'est... Le but, c'est que quand on vient faire une nouvelle mise à jour, on vient vérifier qu'on ne vienne pas supprimer du contenu chez le joueur. Imaginons que j'ai 300 voitures et que je vais faire une nouvelle mise à jour qui rajoute 50 voitures, que quand je mets à jour mon compte, j'ai bien 300 voitures, celles que j'avais avant, plus je peux acheter les 50 nouvelles. Parce qu'en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'imaginons si on ajoute du contenu, je sais pas, et qu'un programmeur se trompe et qu'en ajoutant une nouvelle voiture, il en supprime 10 autres. Imaginez que vous avez acheté vos voitures avec de l'argent réel, vous apparaissez, vous avez fait la mise à jour de votre jeu et vous avez perdu des véhicules. Donc voilà, la safe compatibility, c'est vérifier que le contenu reste avec les nouvelles mises à jour pour les joueurs. Et la dernière chose dont je m'occupe, ça va être les avatars. Juste vérifier que on a toujours le même avatar, que les vêtements marchent bien et s'équipent bien, qu'ils passent pas au travers et toutes ces choses. Et du coup, vous avez vu, je fais quand même beaucoup de choses et évidemment, je suis obligé de collaborer. Les premières personnes avec qui on va collaborer, ça va être les designers. Donc dedans, on va compter les game designers, economic designers, level designers, sound designers, tout ce qui est en termes de design. On va leur poser des questions sur comment marche une feature, est-ce qu'on est bien raccord actuellement avec le jeu, avec ce qu'on voulait à la base, tout ce genre de choses. On vient travailler aussi avec les artistes. Dedans, donc comme tu disais tout à l'heure, on va travailler avec les UX designers, véhicules artistes. Donc les véhicules artistes, pour donner un exemple, imaginons que la voiture, quand elle apparaît dans le jeu, il lui manque une roue ou que la roue en fait est dans la porte. Et bah du coup, nous, on va se tourner vers eux, on va leur dire, oula, il y a un problème avec ta roue arrière, est-ce que tu peux faire une modification pour que ça rentre bien en jeu? Level artiste, est-ce que vous voyez la différence entre level designer et level artiste ou c'est un petit peu flou? En tout cas, level designer, oui, si tu veux ouvrir ton micro pour nous expliquer, c'est avec plaisir. Du coup, le level designer, c'est celui qui va, en gros, donner les règles des niveaux, dire que là, il y aura une montagne, là, il y aura un chemin. Et le level artist, c'est celui qui va dessiner la montagne, celui qui va dessiner le chemin. Ouais, c'est ça. Très clair, mais... Ouais, c'est ça. En fait, le level designer, lui, va venir donner l'intention du design, bon, faire du blocking, comme tu disais, poser ici, je veux une montagne, ici, je veux un bâtiment, ici, je veux un virage, ici, je veux une zone de combat. Et le level artist, lui, va récupérer le travail du level designer. Il disait, ok, là, tu veux deux zones de combat. Et je sais pas, je vais faire une place de marché, tout ce genre de choses. Allez, là, la distinction. On va travailler aussi avec les content 3D artistes qui sont donc ceux qui font les vanités, comme je vous disais tout à l'heure, les pneus, les épées, tout l'autre contenu, on va dire, en 3D. On va également travailler du coup avec l'équipe marketing, ce sont eux qui s'occupent, donc dans mon cas, du shop. Donc c'est eux qui déterminent à quel jour on veut quel bundle, à quel prix, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les réductions qu'on veut, toutes ces choses. On collabore notamment avec nos amis programmeurs, ce sont eux qui ramassent le plus dans un développement de jeux vidéo. Et alors là, ils sont des millions. Enfin, des millions. Il y a énormément de distinctions, mais principalement UI. Imaginons que votre bouton ne clique pas, et ça va chez côté UI. Quand vous apparaissez, vous commencez un combat, et les IA ne bougent pas, ça va chez eux. Online, c'est tout ce qui est problème online. Gameplay, ça va être un peu le fourre-tout. On va aussi... Donc ça, c'est spécialement à The Crew 2. En fait, quand vous faites des courses dans The Crew 2, vous apparaissez dans des leaderboards
Et ces leaderboards peuvent être aussi accessibles sur Internet. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir aussi des programmeurs web qui nous permettent de faire l'injonction entre le jeu et Internet. On va aussi travailler avec les data managers. Donc les data managers, c'est eux qui vont nous créer, générer nos versions chaque jour et qui vont s'occuper de nos serveurs. Et dernièrement, on va travailler avec les externes. Donc avec Ubisoft, on travaille avec 3 studios Ubisoft en externe sur The Crew 2. Pune qui est en Inde, qui eux vont être nos QC externes, c'est-à-dire que, imaginons que moi je dois tester un klaxon, on a 400 véhicules. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester le klaxon sur une dizaine de véhicules, sur des disciplines précises, je sais pas, moto, voiture, bateau, avion, peu importe. Et je vais gentiment leur demander, avec un mail, de tester en fait le klaxon dans tous ses états possibles et de me faire un retour. Ils sont à peu près, je crois, 200, 250. Donc, effectivement, ce qu'ils font en une journée, moi, je le ferai en une semaine. On a Bucarest, qui, eux, sont notre QA, et ils s'occupent aussi également de la partie Stadia de notre jeu. On a aussi également Kiev, mais alors Kiev, c'est un peu plus spécifique comme équipe. Eux, ils s'occupent de valider les versions. En gros, imaginons qu'on va sortir de la mise à jour. Lorsqu'elle est terminée, notre mise à jour, on l'envoie chez eux. Et eux, ils vont faire des checks un peu relous, genre épilepsie, est-ce que le jeu crash sur ce genre de choses. Ils viennent vérifier le contenu global qu'ils valident avant d'envoyer chez Microsoft, chez Sony, sur Stadia, toutes ces choses. Et du coup, là, vous voyez quand même que ça fait beaucoup de gens avec qui on collabore, on échange tous les jours, donc c'est énormément de travail. Donc c'est pour ça que on est obligé d'avoir la même méthode de travail. Donc là, je suis pas un professionnel de la méthode Agile Scrum, donc je vais essayer globalement de vous expliquer ce que c'est, en grossissant les traits, pour que ce soit un peu plus compréhensible par tous. En gros, Scrum, ça veut dire mêler en français. C'est une méthode de notre travail qui nous permet de pouvoir délivrer et modifier rapidement un projet, grâce notamment à des itérations. Et notamment, grâce à ces itérations, on va pouvoir découper notre projet en plusieurs sprints. Et ces sprints, on va appeler ça des milestones, que vous connaissez sûrement, vous, parce que quand vous faites des projets en tant qu'étudiant, bah, vous avez des deadlines. Ça marche comme ça dans l'industrie. Et on va avoir plusieurs deadlines. On va avoir la deadline alpha, bêta. Là, on n'a pas la release, on va avoir le freeze. Ensuite, la release et le post-launch. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand on vous parle d'alpha, c'est pas les alphas que vous, en tant que joueur, enfin nous, en tant que joueur, on a quand on participe à une pré-alpha, ce genre de choses. Est-ce que ça va sur l'explication de la méthode agile? Est-ce que vous comprenez brièvement? Bon, je vais estimer que oui. Du coup, alors attends. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on attend dans ces milestones, pour nous, la version alpha, ça va être un flow qui doit être 100% fonctionnel. C'est-à-dire que le jeu soit jouable sans forcément qu'on ait l'aspect graphique. Donc bon, là, je sais que c'est un petit peu saccadé pour vous, mais là, vous voyez une vidéo d'Overwatch au tout début avec une alpha où on est juste en blocking et on peut se battre. Et on peut s'enlever de la vie, mourir, ce genre de choses. Donc voilà. On estime qu'on a terminé la phase alpha lorsque le jeu peut être fait de A à Z sans l'aspect graphique. La version bêta, elle va nous permettre, si on est un peu short, ajouter les dernières features qui sont manquantes, et on va accepter d'ajouter jusqu'à 80% de l'aspect graphique du jeu. Donc là, comme vous le voyez un peu sur la vidéo, c'est toujours la même map que je vous montre qui a avancé. Donc là, on voit bien la différenciation entre les level designers et là, le fait que les level artistes sont passés sur le jeu et ont commencé à habiller le niveau. Et on va voir juste après un petit peu l'évolution encore en bêta de
d'Overwatch. Donc voilà, on voit que le post-process commence à être allumé, on vient chercher des couleurs pour donner un mood, et on voit que c'est encore du bêta parce que notre Pharah n'a toujours pas de texture sur l'arme et qu'on on voit que lui est encore en phase de recherche, on est sur des carrés bleus, bref, c'est pas ce qu'on désire. En tout cas, ici on peut valider le fait que c'est une bêta. Le freeze, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est le moment où on va arrêter d'ajouter du contenu et on va commencer à fixer tous les problèmes pour ensuite, en fait, facilement arriver à la release du projet et à la sortie. Donc là, on attend que le jeu soit fonctionnel à 100% avec toutes les features et qu'on ait 100% de l'aspect graphique, comme on le voit encore sur la vidéo. Alors, déjà, c'est un tout petit peu. Elle est où ma souris? Par exemple, là, quand vous allez voir Pharah avec tous ses feedbacks, les indications de mort, voilà, toutes ces choses. Donc là, on estime que ça, c'est une version release. Et après, ensuite, on a le post-launch. Mais du coup, tous ces objectifs, il faut bien les déterminer. Et ça va être au product owner. Donc, dans l'industrie du jeu vidéo, ça va être les directeurs, les leads et les scrum masters, qu'on appelle des projets coordinateurs. Ensemble, et surtout le projet coordinateur, lui, va estimer le temps de travail des tâches, combien de temps ça peut prendre en parlant avec les personnes qui vont les faire, qui va les faire, et surtout l'ordre dans laquelle on va les faire. Parce qu'imaginons qu'on vous demande, vous, le lundi, de texturer une arme, mais qu'en fait, elle n'est toujours pas modélisée, bah, vous n'allez pas pouvoir travailler. Donc c'est pour ça, c'est ça le but du projet coordinateur, c'est de toujours vérifier que tout le monde, que le travail s'enchaîne bien et que tout le monde ait les bonnes informations en temps et en heure. C'est pour ça qu'en fait, ils mettent en place des roadmaps. Donc je sais que peut-être vous les utilisez comment dire, que vous les utilisez vous dans vos projets de fin d'année avec Trello, tout ce genre de choses. C'est exactement ça. Du coup, qui dit objectif, c'est possible. Est-ce que le projet coordinateur, c'est un producteur? Non, pas vraiment. Le producteur est quand même, en termes de hiérarchie, au-dessus. Le producteur, ça va être un peu comme le product owner. Ça va être un directeur, c'est lui qui a une vision. Mais ensemble, ils travaillent pour déterminer les objectifs. Si les objectifs ne sont pas atteints, il y a plusieurs solutions. Soit on repousse la fin du sprint. C'est ce qui arrive en général dans l'industrie, hein, quand les jeux sont repoussés, les dates de sortie. En général, c'est à cause de ça. On peut supprimer du contenu, dire excusez-moi, mais là, vous avez prévu de faire 10 villes et que vous n'en avez fait que 7, et que le jeu sort dans un mois, vous allez rester sur cette ville parce que sinon, en termes de budget, ça ne passera pas et on ne va pas pouvoir de sortir le jeu à temps. Et des fois, si on a de la chance, on peut repousser le contenu à une autre milestone, et notamment au post-launch. C'est pour ça qu'en général, on a souvent des nouvelles features qui arrivent après le lancement du jeu. Du coup, effectivement, vu qu'on est quand même beaucoup à échanger, travailler, on a besoin d'avoir des outils. C'est pour ça qu'on va utiliser Jira, qui est un logiciel qui nous permet de pouvoir planifier, suivre, travailler, créer des tâches. Et c'est grâce à ça qu'on peut utiliser la méthode Scrum. On va utiliser Perforce, qui est un logiciel de versionning. En fait, ça nous permet de pouvoir travailler ensemble, parallèlement, sur différentes parties du projet, sans qu'on bloque la possibilité de travailler pour les autres. Imaginons, je sais pas, vous avez un jeu avec un jeu de combat, et une personne peut travailler uniquement sur les personnages, un autre sur le menu, et ensuite le soir, ils envoient la modification et le data manager, lui, accepte les modifications. Ou s'il y a un conflit, imaginons que deux personnes travaillent sur un personnage, c'est lui qui va dire ok, je vais prendre cette modification-là et pas celle-là. Et du coup, toi, tu repousseras ta modification le lendemain. Pour certaines personnes, on doit connaître le moteur de développement, et je pense notamment aux mission designers qui, quand ils testent des missions, imaginons qu'il y a un mur qui bloque ou un mur qui vole, des choses comme ça.
c'est plus simple pour nous d'entrer dans le moteur, lui montrer directement, ah bah voilà, c'est là. Donc voilà. On va utiliser quelque chose qui est primordial, c'est Excel. Donc il nous sauve la vie énormément de temps, de fois, pour tout ce qui est calcul, envoi de données, surtout aux externes. Moi, par exemple, quand je fais des tests de bundle, en moyenne, j'envoie des Excel qui font, alors ça va pas vous parler, mais 50 MO, c'est extrêmement lourd avec des photos. Il y a énormément de data, des data sur un an et demi. Et du coup, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir l'optimiser aussi pour que ce soit plus facile à travailler dessus, à lire les informations, parce que bah, vous savez qu'il y a beaucoup de cases dans Excel et que plus il y en a et plus c'est une galère à tester. On va utiliser Teams et Outlook. Bah, Teams, c'est plus pour les pour du Messenger, hein, c'est du chat rapide pour aller chercher les infos. Et le côté Outlook pour lui, les côtés un peu plus formels et surtout trace de ce qu'on fait. Ça peut être une preuve au cas où, et puis même pour vous, ça peut vous aider à vous dire est-ce que j'ai bien fait ce problème, est-ce que j'ai bien résolu ce problème, est-ce que j'ai bien envoyé un message. Bon, voilà. Et surtout les kits de développement. Dans notre cas, ça va être Microsoft, Sony et Stadia. Il arrive très souvent que ce soit nos collaborateurs en Inde ou à Kiev ou à Bucarest qu'ils aient des problèmes avec leur console, et nous, de notre côté, on essaie de vérifier si on a les mêmes problèmes que nous, est-ce qu'on peut les aider pour s'entraider et qu'on avance ensemble le plus rapidement possible. Et du coup, avec tout ça, il faut des qualités. La première, c'est pas vraiment une qualité, mais il faut quand même parler anglais. On vous demande pas d'être. Alors quand je dis anglais courant, je parle pas d'être très fluide, mais pouvoir avoir et tenir une conversation facilement avec ne serait-ce que des Indiens, des gens à Bucarest. Surtout qu'en plus, on travaille avec des gens qui sont pas forcément anglais natifs, donc qui ont un accent. Et c'est quand même bien pouvoir un minimum de conversation, de pouvoir expliquer ce qu'on veut leur dire. Donc voilà. La culture du jeu vidéo, je pense que ça peut vous faire rire, mais ça peut arriver que si je vous parle de la mécanique de saut dans Mario, vous ne compreniez pas, et ça va nous faire un petit peu de temps, donc le temps de vous expliquer. On est souvent à la recherche du temps dans l'industrie, donc avoir une culture, c'est quand même vraiment cool. Être organisé, savoir prioriser les tâches, vous allez voir que vous avez des millions de tâches qui arrivent, peut-être 5, 6 en une heure, et qu'il faut déterminer vous-même laquelle est la plus importante, laquelle peut être remise à plus tard ou voire à demain. Et ça demande énormément de travail, de savoir qui en a besoin de l'information le plus rapidement possible. L'esprit d'équipe, ça peut paraître un peu facile dit comme ça, mais essayez de soulager en fait votre équipe le plus possible si vous avez le temps. Je sais pas, vous avez un collègue qui est dans la sauce sur PS4 qui galère, et vous savez qu'il a beaucoup de problèmes. Peut-être que vous pouvez lancer aussi votre PS4 si vous avez du temps libre, l'aider un petit peu. Moi, par exemple, ce que j'aime bien faire, avec l'accord aussi de mon équipe, c'est que j'arrive le premier le matin, je télécharge les mises à jour ou les nouvelles versions, et je les déploie sur toutes les consoles de ceux qui le veulent. Parce que des fois, il y a certaines personnes qui disent bah non, ne me la déploie pas, il faut que je travaille encore sur cette mise à jour aujourd'hui, enfin sur cette version-là aujourd'hui, pas pour moi. Voilà, et c'est 30 minutes, 1 heure que vous faites gagner à l'équipe et qui au final en fait est super bien. Ça met une bonne ambiance. Soyez curieux surtout. Quand je dis soyez curieux, pour ma part, quand je travaille, j'ai toujours un casque sur la tête avec de la musique, mais j'ai toujours une oreille à l'extérieur. Il arrive souvent qu'on vienne voir mon lead, mon supérieur, qu'on vienne lui poser des questions sur la version. 70% du temps, la question ne me concerne pas, mais j'apprends en fait tout ce qui se passe ou tout ce qui gravite autour de la version d'aujourd'hui. Donc, j'apprends quand même des choses. On va dire 10% du temps, les questions sont pour moi. Donc, je peux directement entrer dans la conversation, parler avec eux, donner des réponses. Et 5 à 10% du temps, les deux n'ont pas la réponse et moi, j'ai la réponse. Donc voilà, c'est ça. Soyez curieux sur ce qui se passe autour de vous.
vous pourrez facilement, en fait, inconsciemment, débloquer des problèmes. Soyez créatif dans votre métier et surtout la façon de tester, parce que vous savez très bien qu'il y a souvent des joueurs qui adorent casser les jeux. Et votre but à vous, c'est de casser votre jeu avant que eux ne puissent le casser. Donc réfléchissez à comment vous pourriez contourner les règles pour pouvoir casser votre jeu. Une bonne communication, ça va être vraiment important dans votre métier parce que, comme on le disait, on travaille avec des externes. Quand on envoie un mail pour 150 personnes à peu près. Donc il faut que ce soit des informations de gens qui soient concrètes, concises et qu'elles soient lisibles rapidement. En moyenne, je reçois à peu près entre 100 et 150 mails par jour. Et tous les mails ont une importance. Du coup, il faut savoir en un regard comprendre ce qui se passe dans le mail. Si on est directement impacté, répondre rapidement. Et surtout, un mail lisible, c'est aussi par la suite plus facilement retrouvable. C'est agréable à ouvrir, c'est vraiment intéressant. Il faut que vous soyez force de proposition quand vous travaillez, quand il y a des problématiques qui arrivent, dire ok, moi je pense que peut-être on pourrait tester ça comme ça parce que moi dans mon test j'ai cette idée-là et ça marche bien. Voilà, cherchez à proposer de nouvelles choses qui peuvent vous mettre en avant, c'est très important. Ayez une appétence pour la maîtrise technique. Et là, je pense notamment, imaginons que vous savez pas pourquoi, une fois tous les 10-15 jours, votre jeu crash. Vous avez aucune raison. C'est jamais la même version, c'est jamais au même moment. Et pourtant, votre jeu crash. Ça veut dire aussi que potentiellement, c'est pas le jeu le problème. Ça peut être le hardware. Et imaginons, je sais pas, que en fait, vous rendez compte que en fait, votre jeu crash quand vous avez une manette de PS4 et une manette d'Xbox qui est connectée en même temps sur votre PC. Ça veut dire que votre jeu, quand il se lance, il sait pas quelle manette il doit prendre, du coup il crash. Et ça, vous pouvez pas le savoir, parce que c'est quelque chose que c'est pas un test que vous voulez faire inconsciemment, que vous voulez faire de base. Du coup, c'est pour ça que vous devez avoir une capacité d'observation qui est extrême, essayer de comprendre tout ce qui se passe autour de votre scope et de tout ce qui pourrait créer du noise autour de vous. Il faut savoir bien dénicher. Bon, on en a fini un peu pour la partie un peu théorique, un petit peu chiante, on va dire. Et j'aimerais savoir, d'après vous, quelle définition vous donneriez à un bug? Si vous voulez participer à l'oral, il n'y a pas de souci, je serais même heureux. Parce que ça fait bizarre de parler tout seul sans retour. C'est quelque chose qui nuit à l'expérience du joueur. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres idées de... Moi, j'en ai une. C'est pas forcément quelque chose qui va nuire, parce qu'un bug, c'est pas forcément quelque chose qui va nuire directement au gameplay, par exemple, mais ça peut être quelque chose qui n'est pas censé être là, par exemple, une maison qui clignote parce qu'elle a mal été gérée. Enfin, c'est un bug. Est-ce que ça change le gameplay? Non. Ce qui a fonctionné pas comme prévu. Ouais, c'est ça, vous avez tous raison. Du coup, là, c'est ma définition à moi, mais tout ce que vous dites est bon. Alors, pour moi, ça va être surtout une anomalie ou un imprévu, quelque chose qui va venir dégrader l'expérience du joueur. Comme vous pouvez le voir sur ce magnifique GIF. Donc, comme tu disais, l'histoire de la maison, oui, effectivement, ça va venir. C'est pas problème de gameplay, mais ça va venir dégrader le joueur. Il va sortir de son mood de je suis en train de jouer. Il va dire il va noter le problème, dire oui, il y a un problème là. Et du coup, c'est ça quand je dis dégrader l'expérience du joueur. Évidemment, qui dit bug, il y en a plusieurs types. On connaît notamment ceux qui sont
les crashs, les freezes, et il va y avoir la physique. Je sais pas si vous avez déjà vu ce problème dans GTA 4 où il y avait une balançoire. Si vous vous accrochez dessus ou si vous mettez une voiture, elle vous téléportait, enfin vous envoyait en l'air. Il y a tellement de choses, on peut dire. Il y a du contenu graphique comme le gardien dans le GIF derrière. Il y aura des problèmes de data, de prix, de réplication, de son. Enfin, vous voyez qu'il y a une multitude de bugs. Et du coup, quand on trouve un bug, il faut quand même apporter des précisions sur ce qu'est le bug. Pas parce que je sais pas si vous rapportez 60 bugs par jour, il va falloir qu'on encadre ça pour pas que ça soit l'anarchie. Donc, on va venir créer une fiche signalétique des bugs. La première chose qu'on va venir donner en information, ça va être un titre au bug avec des noms clairs. Imaginons, je reprends l'exemple de la balançoire dans GTA 4. Je vais dire, par exemple, je sais pas, bug de physics dans la balançoire, et je vais donner le quartier où est la balançoire. Comme ça, en lisant juste le titre, on a une première idée de ce qui va se passer. Ensuite, on va venir donner une explication brève de comment on fait le bug, qu'est-ce qui se passe surtout, qu'est-ce qu'on attend comme comportement. Alors là, dans cet exemple-là, ça paraît obvious. On est d'accord qu'on ne veut pas que notre joueur soit éjecté, mais imaginons qu'on est sur des bugs un peu plus deep où vous arrivez devant un PNJ et en fait n'importe quel choix que vous allez faire avec le PNJ, à chaque fois il va vous proposer le chemin de gauche. Et quand vous allez envoyer votre bug au programmeur, lui il a des millions de bugs, il connaît pas tout ce qui se passe exactement dans le jeu. Si vous lui dites pas qu'en fait il faut aussi qu'il propose le chemin de droite, c'est un peu plus tendu, et du coup voilà, pré-mâcher le travail au maximum pour les personnes qui vont régler vos problèmes. C'est pour ça qu'on vient ajouter en fait des STR, des Step to Reproduce. Ça va être expliqué vraiment de façon précise ce qu'on fait. Je lance cette version-là, je prends, je sais pas, un personnage féminin, je me rends à cet endroit, j'achète ce vêtement-là, et ensuite je vais sur la balançoire et ça marchera. On va venir aussi dire sur quelle plateforme se trouve le bug, parce que des fois ça arrive que le problème n'arrive que sur PlayStation, et vous savez pas pourquoi, alors que ça devrait pas arriver. Ça devrait être soit sur toutes les plateformes, ou soit pas du tout. On va venir dire sur quelle version on travaille, parce que c'est possible que vous testez la version d'hier, et qu'en fait sur la version d'aujourd'hui c'est déjà réglé et que vous le savez pas encore. Là, on va parler de l'impact du bug dans le jeu. Donc là, on viendra juste après cette slide sur qu'est-ce que l'impact. Idem pour la chance, donc la probabilité qu'un joueur rencontre ce problème. La priorité, en fait, ça va être le rapport entre l'impact et la chance. C'est pareil, on revient juste après, comme ça, au moins, ça sera plus clair pour vous. On va parler de la milestone, donc pour quand le problème doit être réglé. Peut-être que ça va être pour l'alpha, peut-être que c'est un peu minime comme priorité, du coup, on estime que en fait, ça sera pour la milestone d'après, donc bêta, en fonction aussi du temps qu'on a. On va parler de la technical reproducibility, c'est le pourcentage de reproduction du bug, c'est-à-dire que si j'essaye 5 fois le bug, et je le reproduis 5 fois, c'est du 100%. Vous comprenez. Est-ce qu'il y a une possibilité d'éviter le problème? Si oui, on donne les STR, donc les Step to Reproduce, pour l'éviter, pour que le programmeur comprenne ce qui peut se passer dans le code, en fait. Quelque chose qui est très important, ajouter des photos, vidéos, des mails, des choses comme ça, parce que des fois, une photo vaut mieux que 1000 mots. Et des fois, c'est difficile d'expliquer ce qui se passe en jeu, alors qu'une vidéo, ça passe facilement. Qui a créé le bug? En général, c'est vous. Hein, et à qui vous allez l'assigner. Si c'est UX designer, gameplay, peu importe. Alors, on revient sur l'impact. L'impact, on va le nommer de I1, I2, I3, donc il y a 3 niveaux d'impact.
Le premier, c'est on estime que l'impact 1, c'est quelque chose de critique, que ce soit donc des crashs, des freezes, un showstopper, quelque chose qui rend l'impossibilité de jouer, donc notamment une feature non fonctionnelle. Pour le médium, on va considérer tout ce qui est bug majeur. Donc là, je vous dis bug de collision, bug graphique majeur, bug de son, c'est très important. Et normalement, vous avez compris que le I3, ça sera tout ce qui est problème mineur. Est-ce que sur cette slide-là, ça va? Est-ce que c'est clair pour vous? Nickel. Ouais, ok, cool. Ouais, c'est ça, c'est le taux de criticité. Ouais. On va avoir la chance aussi, c'est est-ce que on a de la chance, enfin la chance, on peut pas appeler ça de la chance pour les joueurs, mais la probabilité que le bug apparaît, c'est pareil, c'est sur 4 notes. Le premier, ça va être toujours showstopper, ça veut dire que s'il apparaît dans les premières heures de jeu pour vous, ou qui vous rend dans l'impossibilité de travailler, par exemple un crash dans la première minute du jeu au lancement, et ben on va considérer que c'est un C0. Et du coup, ça va être obligé de le remplir, d'être fixé le plus rapidement possible parce que personne ne peut travailler au studio. Le C1, lui, ça va être tous les joueurs vont être touchés avec une reproduction rapide et facile du bug. Et quand on parle de location sur le chemin principal, c'est ce que vous faites généralement, je sais pas, ouvrir le menu, lancer une quête, aller vous balader, des choses comme ça. Le niveau 2, ça va être quelques joueurs qui vont avoir le problème avec une facilité de reproduction qui est grosse quand même, on va pas se le cacher, mais avec des step to reproduce un peu difficiles, mais quand même faisables. Je sais pas, pendant que vous parlez, vous appuyez sur un bouton, je sais, il y a plusieurs façons d'avoir des STR. C'est pas forcément sur le chemin principal, ça peut être sur des choses inhabituelles, par exemple des quêtes secondaires. Et vous avez donc le C3 qui est une technique à repro faible avec un STR compliqué avec un timing spécifique. Donc, comme je disais tout à l'heure, je sais pas, pendant qu'on vous parle, vous ouvrez le menu et en même temps, vous essayez d'équiper une arme et vous savez pas pourquoi, ça vous fait disparaître votre véhicule. Il y a quelque chose qui est pas logique dans ce que vous faites et pourtant ça crée un problème. Mais la probabilité que vous fassiez ça en même temps est très faible. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a la priorité, enfin qu'on a l'impact et la chance, ça va nous donner en fait un tableau de priorité. Si vous avez un bug qui est en impact 1 avec une chance 0, dans votre priorité des bugs, c'est la première chose que vous devez fixer. Enfin, vous, non, les développeurs. Mais vous, en fait, avec ce tableau-là, vous pouvez vous-même déterminer qu'est-ce qui est le plus important dans une production. Une fois que vous savez expliquer des bugs grâce à la priorité, on va voir c'est quoi le cycle d'un bug. Bon, vous créez votre bug, donc il a été créé sur la plateforme Jira, c'est cool. Vous l'envoyez à l'SINI qui va être le programmeur, par exemple. Donc lui, il va commencer à travailler dessus. Il va dire, il est en train de travailler dessus, donc il va dire qu'il est in progress, le bug. Si vous avez de la chance, il trouve la solution, il n'y a pas de souci. Il vous dit, OK, ton problème, je l'ai réglé. Mais il arrive des fois qu'on vous dise, en fait, il manque des infos. Alors ça, si vous avez ça, ça veut dire que vous avez mal fait votre travail. Ça veut dire que dans votre rapport de bug, il vous manque des infos ou les infos que vous avez données ne sont pas assez claires pour que lui, il puisse reproduire le problème. Des fois, il arrive aussi que on ait besoin d'avoir l'aval ou le retour d'une tierce personne. Je sais pas, vous voulez acheter une arme et vous n'arrivez pas à la débloquer à une date. Le programmeur dit ah oui, mais par contre, moi j'ai pas la date. On va demander à une tierce personne qui, elle, son métier c'est de définir les dates de sortie des armes, qui va venir dire oui, en fait c'est à cette date-là en fait qu'on veut et pas à cette date-là. Donc voilà ce que c'est. Dans
tous les cas, à un moment, il va réussir à résoudre le problème. Donc, pour résoudre, il y a plusieurs finalités. On va dire que le problème est fixé, ce qui est dans la plupart des cas le meilleur. Des fois, il arrive qu'on n'arrive pas à reproduire le problème. C'est pas parce que vous n'avez pas donné assez d'informations, mais peut-être que entre temps, quelqu'un l'a fixé sans le savoir. Celui qui fait vraiment mal au cœur, c'est le not defect. Ça veut dire que pour vous, vous avez trouvé un bug, et en fait, les designers disent non, en fait, c'est normal. Un qui fait aussi très mal à son estime, c'est le will not fix. Ça veut dire que les programmeurs estiment que votre bug est tellement petit en priorité, ou ils ont tellement d'autres choses à faire, qu'ils ne fixeront jamais ce problème. Et des fois, il arrive aussi que quelqu'un soit passé avant vous et qui déjà reporte le problème avant vous, donc on dit que c'est un duplicate d'un problème, et du coup, on le lie avec. Donc une fois que c'est terminé et que c'est le problème resolve, on va le retester, dans le cas où il a été fixé, bien évidemment. Si on a de la chance, il est close, et on passe à autre chose. Mais des fois, il arrive qu'en fait, le bug n'est pas fixé, ou partiellement. Donc c'est pour ça qu'on dit on va le réouvrir et il repart dans sa même chaîne. Et du coup, avec ça, là, vous avez, on va dire, toutes les clés en main pour être dev tester. Et c'est pour ça qu'on va partir dans une petite mise en situation. On va dire que pendant cette conférence, vous avez pris des notes, vous avez postulé un poste de dev tester CD Projekt Red, et vous avez une réponse directement du big boss qui vous dit ouais, t'es trop fort, je te veux dans mon équipe. Donc ce qui se passe, c'est que le lendemain, donc demain, vous vous levez, vous faites connaissance avec vos collègues, et votre manager vous dit bon aujourd'hui on va travailler sur The Witcher. Sauf qu'en fait, hier soir, les data managers, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont mergé des modifications qu'il fallait pas. En bref, aujourd'hui, la version d'aujourd'hui, c'est la galère. Et il faut qu'on retrouve le maximum de bugs. Donc, c'est pour ça que notre but, là, ensemble, ça va être de trouver les 6 bugs qu'on a sur la version d'aujourd'hui. Alors, ici, on a 6 bugs. Si vous voulez commencer à énumérer les bugs que vous voyez, il y en a qui sont plus faciles que d'autres à voir. Je pense que notamment si vous avez vu, enfin si vous n'avez pas vu le cheval qui vole, il va peut-être se remettre un petit peu en question sur le métier, mais ça peut arriver de louper des bugs, il n'y a pas de souci. S'il y en a du coup qui veulent qui veulent ouvrir leur micro et venir parler un peu des bugs qu'ils voient, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, pas de souci, ouais. Alors attends, je vais prendre mon laser. Donc on a parlé de ça, on est d'accord? C'est ça? Hein? Pour toi, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu vois ça? Ouais, c'est ça. On va dire qu'en fait la texture est manquante. Quand il n'y a pas de texture, on vient jouer une texture placeholder qui vient être posée là aléatoirement. Enfin aléatoirement, pardon. Rien à voir. En attendant d'avoir la texture finale. Donc ça, c'est une texture placeholder. Est-ce que vous voyez d'autres bugs? Donc là, on en a 2. C'est peut-être une connerie ce que je vais dire, étant donné que j'ai jamais joué à The Witcher, mais la carte, c'est pas un peu bizarre? Ouais, c'est bizarre, hein. C'est genre, on voit pas l'eau, on dirait qu'il est en plein village, quoi. Et ouais, c'est ça. Ça veut dire que la carte actuellement ne correspond pas du tout avec ce que vous avez. Donc ça veut dire quoi? Peut-être qu'elle n'est pas à jour, peut-être qu'elle ne marche pas du tout, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, on est d'accord qu'il y a un problème sur la carte. Donc là, on a 3 problèmes. Il en manque encore 3. Est-ce que vous Alors, je remarque dans l'interface en bas à droite, ouais. On a un mot arme en acier en français, alors que tout le texte est en anglais, et les touches qui apparaissent appartiennent à différents supports. Ouais. Donc ouais, c'est ça. La PlayStation et la Xbox. Effectivement, ouais. On a deux problèmes là. Et on pourrait aussi dire, alors là c'est en fonction aussi de la connaissance des jeux, je sais pas, mais on pourrait dire qu'en fait il a écrit arme en acier,
alors qu'en fait, il a pas d'arme dans les mains. Ça pourrait être aussi potentiellement un bug. Ça dépend du design du jeu. Mais effectivement, le fait que tout le jeu soit en anglais et qu'il y ait une seule phrase en français, c'est un bug de Loka. Et il reste un dernier problème, et je sais pas si Alors, vous je le voyez. crois que je l'ai trouvé. Ouais. C'est dans l'UI à gauche. Normalement, 5 chicken sandwich. Normalement, il y a l'icône d'un sandwich, sauf que là, ça duplique l'icône de la wyvern décoction. Et ouais, c'est ça. GG, vous avez trouvé les 6 problèmes qu'il y a sur ce screen. Félicitations. Est-ce que... Ouais. Ouais, pas de souci. Ouais, dis-moi, mais il n'y a pas de... Tu penses à quoi? Attends, dis-moi. Ouais. Ici, là. Ah, là. Alors, dans l'idée, on va dire que non, c'est pas un problème parce que c'est un système de LOD. En fait, plus on est loin, plus on va diminuer le rendu graphique des éléments. Et je pense que dans ce cas-là, donc c'est moi qui fais le montage de la photo, mais dans ce cas-là, j'estime que c'est pas un problème parce qu'on doit peut-être jouer sur une petite qualité. On voit les images, enfin, on voit les arbres à droite. Mais effectivement, imaginons que on est en ultra et que on dit voilà à très peu de distance, on voit des objets qui sont en LOD, donc en level of detail très bas. Ça pourrait être considéré comme un bug, effectivement. Ouais, c'est ça, ouais, ça dépend à quoi on joue. Est-ce que, d'après vous, alors là c'est vraiment de la supputation, pour vous, quel est le problème le plus important que vous avez en fait là, sur ce cas concret? Il n'y a pas forcément de mauvaises réponses, mais il y a toujours des bonnes explications. Imaginons, d'après vous, d'accord, donc pour toi, pourquoi la carte serait le problème le plus important? En fonction de ton explication, donc comment tu réfléchis, hein. Effectivement, ouais, c'est... Ouais. Personnellement, j'aurais dit le cheval parce que The Witcher, on est sur un RPG. Et on est sur un RPG avec un univers vaste. On joue The Witcher pour son univers. Et ce cheval flagrant au milieu de l'écran, c'est le meilleur moyen de briser l'immersion. Ouais. Alors, je suis d'accord avec vous quand vous dites que ça peut être considéré comme un gros problème. Et bah, vous avez dit un workaround qui dit bah, c'est vrai que le cheval, il nous fait gagner du temps pour aller d'un point A à un point B, mais imaginons qu'en fait, la mission là qui se lance, c'est poursuivez votre ennemi à cheval. Si vous pouvez pas monter sur votre cheval, en fait, bah, la mission peut pas se lancer et vous êtes bloqué. Donc voilà, ça va vraiment dépendre du contexte de chaque bug, et en fonction bah, du contexte, peut-être que vos bugs vont avoir plus ou moins d'importance. C'est ce que je veux vous montrer avec cette explication. Moi, personnellement, ce qui me questionne le plus dans tous ces bugs, parce que, ok, bah, le cheval, il vole, mais si on n'en a pas besoin, bon, c'est cool. La carte, bon, bah, c'est cool, c'est juste pas lancé en fait sur la version d'aujourd'hui parce qu'il y a un développeur qui l'a débranché, mais que dans la version de demain, ça sera bon. Moi, ce qui me choque, ce qui me questionne le plus, c'est pourquoi ma PlayStation 4 me sort un bouton d'Xbox. J'ai pas la réponse, mais en tout cas, moi, c'est la question que je me pose, qui est pourquoi. Du coup, bah, au PC avec une manette PS4, ça me met des Xbox. J'ai pas ton micro à couper, du coup, j'ai pas bien entendu le début. Alors, je disais, après, je sais pas si c'est ça, mais ça arrive que le bug arrive quand on joue au PC avec une manette PS4 et il la repère en tant que manette Xbox. Ouais, c'est possible, ouais, c'est pour ça. Après, c'est comme je disais, ça revient toujours pareil. C'est parce que Windows ne reconnaît pas en fait les manettes PS4, ça vient même pas du jeu. Ouais.
Il y a certains jeux qui le repèrent, hein, genre Valhalla, par exemple, qui le repère une fois sur deux, mais qui le repère des fois. Ah, mais c'est parce qu'en fait, Windows n'est pas prévu pour les manettes PS4. Ils ont prévu que les manettes Xbox soient compatibles, mais les PS4, faut manipuler. Non, mais c'est. Ah, d'accord, mais Là, pour vous dire, avez. pour dire que le fait que telle ou telle manette soit pas reconnue, ça vient pas forcément du jeu en lui-même, ça peut venir de l'OS. Oui, voilà, du coup, ça se revient à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est est-ce que c'est un problème de jeu, est-ce que c'est un problème d'hardware? Vous voyez, il y a énormément de choses qui peuvent rentrer en compte dans un recherche de bugs. Là, c'est moi qui ai fait ce petit montage à la va-vite, donc j'ai pas de réponse pour vous, mais voilà. Le patron de CD Projekt, il était super content du travail que vous avez fait, et vous avez ramené énormément de bugs, vous avez fait même mieux que les seniors du coup. Et ben en fait, comme vous savez, il y a la sortie de Cyberpunk qui arrive là, qui est sous peu dans la semaine prochaine, et ils sont dans la sauce, c'est la galère, il y a encore des millions de bugs, et du coup, ils vous demandent de faire une passe sur Cyberpunk. Et vous allez en fait pas avoir le temps de fixer tous les problèmes que vous allez rencontrer. Et du coup, votre but, ça va être de déterminer quel bug vous allez devoir fixer par rapport à un autre. Oui, c'est en décembre, mais je sais pas quand la sortie, je t'avoue. Et du coup, ensemble, on va jouer à qui veut résoudre des bugs en masse. Imaginons, le premier problème que vous trouvez, c'est que vous avez une arme qui est achetable uniquement avec de la monnaie. Et vous n'arrivez pas du tout en fait à l'acheter parce que vous n'arrivez pas à l'acheter parce que vous n'arrivez pas à vous mettre de l'argent, ou seulement vous avez peut-être de l'argent, mais quand vous cliquez sur acheter, vous n'arrivez pas à l'acheter. Oui, vous avez trouvé un deuxième problème qui est au fin fond de la map. Vous voyez une maison qui vole. Voilà, vous savez, c'est deux bugs. D'après vous, qu'est-ce que vous devez résoudre en premier? Donc, est-ce que c'est la première réponse, c'est la A, donc là, la maison qui vole, la réponse C ou la réponse D? Si vous voulez parler, mettre dans le chat, allez-y. Donc je peux répondre? Ouais, vas-y, pas de souci. Pour moi, ce serait l'arme achetable avec du vrai argent, parce qu'on peut croiser ce bug plus tôt dans le jeu, contrairement à la maison qui vole, qui est tout au fond de la map et qu'on va peut-être même pas remarquer. Ouais, de toute façon, je vais pas vous mentir, la première, c'était pour vous mettre en jambe, hein. On est d'accord que c'est la réponse A qui va être la priorité numéro 1. Du coup, si on reprend en fait le tableau de priorité que je vous disais tout à l'heure, pour vous, quel est l'impact du fait qu'on puisse pas acheter l'arme? Est-ce que ce serait un I1, I2 ou I3? Je répète, donc I1, c'est des features non fonctionnelles, des crashs tout le temps. I2, c'est un problème majeur dans votre jeu. Et I3, c'est quelque chose de low prio. Donc je vois du I1, I2, I2. Alors, effectivement, c'est un I2. On peut pas dire que c'est un I1 parce qu'il n'y a pas un problème de crash ou de freeze. Peut-être ce qui te fait dire que c'est une I1, c'est une feature non fonctionnelle. Du coup, à ce moment-là, il faudrait vérifier que les autres armes sont à elles achetables. S'il y a quelqu'un qui n'est pas achetable, on va considérer que c'est un problème, enfin c'est un bug avec un impact fort, mais pas critique à 100%. Pour ce qui est de la chance, pour vous, est-ce que c'est du coup c'est 0, 1, 2 ou 3? Donc je vois du C1, du C0, d'accord. C0A, c'est quand même... on n'est pas sur C2, d'accord. Alors, ça va être du C1. Pourquoi ça va être du C1 et pas du C0 ou du C2? Parce que dans le développement, le fait qu'on ne puisse pas acheter une arme, ça va pas nous bloquer notre travail. On va pouvoir peut-être se la débloquer avec une ligne de code.
effectivement, ça peut être identifiable dans les premières heures. Ça va pas être un C2 parce qu'on va estimer quand même que tous les joueurs à un moment du jeu vont passer par le shop et ont potentiellement l'envie d'acheter cette arme. Et pour nous, donc on va dire que tous les joueurs peuvent potentiellement acheter cette arme, et d'autant plus qu'il y a une reproduction du bug qui est facile. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas d'argent, vous essayez de cliquer dessus et que vous ne pouvez pas l'acheter, et ben tout le monde est capable de faire ça. Donc pour nous, ça va être un I2C1. Donc si on voit dans le tableau à gauche, un I2C1, ça va nous faire une priorité 3. Pour ce qui est de la maison qui vole, bah, effectivement, vous avez compris, hein, ça va être une low prio, donc on va être sur un I3. Avec une... Pour vous, est-ce que ça va être quoi par contre en chance que le bug apparaisse? Alors encore C2. C1, d'accord. Alors en fait, moi personnellement, je l'avais mis en C3. Je suis pas convaincu sur le fait que ce soit un C1, parce que alors, je comprends que tous les joueurs peuvent voir le problème, sauf que vu que c'est une maison qui est quand même assez loin, peut-être que tous les joueurs ne vont pas forcément aller dans cet endroit de la map. Ça pourrait être un C2 aussi, mais ça voudrait dire que une maison au fin fond qui flotte juste serait une priorité. Donc on a dit I3, C2, I3, C2, ça donnerait... Alors, I3, C2, ça donnerait 9e. Alors vous voyez que si on la met en C3, en fait, on est sur des prios qui sont vraiment faibles. Et du coup, là, on va dire que c'est à vous-même de déterminer ce que vous allez mettre, sachant que ce soit une priorité 9 ou une priorité 10, c'est tellement une petite priorité que franchement, c'est le dernier des soucis des développeurs. Est-ce que ça va pour l'explication pour vous, ou vous préférez qu'on revienne sur un certain point? Bon, je vais estimer que c'est bon. Vous trouvez un deuxième problème? Ok, merci. On trouve un deuxième problème, donc c'est... À chaque fois que vous relancez votre jeu après une partie, il y a un bug d'animation sur votre personnage et c'est impossible de l'enlever. Vous sortez le bras de votre personnage est tout démembré. Vous essayez de, je sais pas, imaginons que c'est sur Assassin's Creed, vous essayez de sauter sur un mur, ça étire le personnage. Enfin, c'est horrible à jouer et c'est impossible à annuler parce que c'est à chaque fois que vous recommencez votre jeu ou vous trouvez un crash sur une quête secondaire. Impossible de lancer la quête secondaire. Pour vous, est-ce qu'on vient d'abord régler le problème d'animation ou on va préférer le crash de la quête secondaire? La réponse est que si on lance pas de jeu, il n'y a pas de problème. On est d'accord? Ou D, la réponse D. Alors effectivement, la réponse C, c'est une bonne réflexion, hein, je suis d'accord avec vous, je vous l'accorde. Moi, je vois, c'est quand même un petit peu... Ah non, il y a un petit peu de B. On peut faire les deux, vu que c'est pas dans la même team. Ouais, c'est smart comme réflexion. Du coup, imaginons qu'on part sur le bug d'animation. Donc pour vous, l'impact, ça serait quoi? Pour moi, ça serait un bug quand même medium. Ça veut dire que tous les joueurs vont le voir quand même. C'est un bug de collision sur le personnage principal, donc c'est la première chose qui va nous sauter aux yeux. Donc avec ça, on estime que tous les joueurs vont avoir ce problème. Donc ça va nous donner en fait une priorité 3. Alors que le crash, ok, c'est quelque chose de critique, on peut pas jouer au jeu, mais c'est pas tous les joueurs qui vont avoir ou qui vont rencontrer ce problème. Ça va être quelques joueurs. On estime notamment que sur les quêtes secondaires dans les jeux, moins de 30% des joueurs les font. Donc imaginons que c'est une quête secondaire qui en plus arrive sur la fin des quêtes secondaires.
on est à peut-être moins de 10%. Donc ça nous ferait une priorité 4. Je suis tout à fait d'accord sur l'idée de me dire qu'en fait, c'est difficile de faire le choix. Et la réflexion que tu as fait, Baptiste, est bonne. Hein. C'est que vu que c'est 2 teams différentes, on peut l'envoyer aux 2. Il faut pas se leurrer. Hein. En général, on lancerait pas une mise à jour avec ce genre de problème. Mais c'est pour juste que vous compreniez les choix qu'on est obligé de faire des fois dans le développement d'un jeu entre quel et quel bug on doit prioriser par rapport à l'autre. Et ensuite, le dernier bug que vous avez trouvé, c'est tous les mots qui dépassent en fait de leur container. Container, c'est les petites boxes où apparaissent les mots dans votre jeu. Donc tous les mots en polonais, parce que les mots polonais sont peut-être un peu plus longs ou des caractères spéciaux, sortent de leur container. Ou vous trouvez également un problème de remapping de touches sur la plateforme Stadia qui ne marche pas. Pour vous, est-ce qu'on vient d'abord régler Stadia? Est-ce qu'on vient régler le problème du menu en polonais? Je crois que la réponse B a un problème. Ou la réponse D. Alors effectivement, personne n'utilise Stadia. Je suis d'accord avec toi. Ça arrive. Mais pourtant, il y a quand même de bons joueurs sur Stadia. En tout cas, de ce que je vois avec The Crew 2, il faut pas... Il se cache. Donc alors là, ça dit du B, du B, du B, du C, ouais. C'est vrai. D'accord, je pense que Pixonet est plus important que Stadia, ok. Allez, on va voir ça ensemble. On va commencer par le polonais. Le polonais, pour moi, c'est un problème majeur. Donc c'est un I2, c'est pas quelque chose qui vient faire cracher notre version. La feature est quand même fonctionnelle, les boutons marchent, c'est juste esthétiquement c'est dégueulasse, mais ça marche. Par contre, j'aimerais avoir votre avis, vous, sur la chance d'apparition. Qu'est-ce que vous mettriez, vous, pour le bug du polonais? Question, est-ce que l'importance de la résolution est influencée par le nombre de joueurs impactés? Alors je vois pas trop. Pour moi, ça serait la probabilité, c'est la chance en fait. Tu veux dire, imaginons que, je sais pas, pour une bêtise, on a 8 millions de joueurs sur PS4 et 50 sur Stadia. Est-ce que si on a un problème qui est très important sur Stadia et un problème qui est mineur sur PS4, on va préférer fixer ceux pour PS4, c'est ça que tu veux dire? Ouais, en gros, ouais. Enfin, en gros, est-ce que, ouais, par exemple, un problème qui vaut 5 dans le tableau par rapport à un problème qui vaut 6, si le problème qui vaut 6, il influence plus de joueurs que le problème qui vaut 5, est-ce qu'il y aura un ordre de résolution par rapport à ça? Dans la logique, si on reste dans la logique stricte du tableau, tous les joueurs, quand on dit tous les joueurs, on estime que c'est toutes les plateformes confondues. Si on vient faire des distinctions dans les plateformes, on va passer dans du C2 pour dire que c'est quelques users qui sont touchés, même si c'est 80% de notre base de jeu. Après, c'est comme je disais, il faut toujours être en raccord avec ce qui se passe. C'est entre la théorie et la pratique, il y a une énorme différence. Peut-être que oui, effectivement, si c'est un crash, mais il n'y a que 2 personnes sur Stadia qui l'ont, alors qu'il y a un bug, on va dire priorité 4 sur PS4, eh ben, on va quand même préférer le PS4, même si le crash Stadia est important. Du coup, pour moi, je mettrais le problème de la probabilité que le problème arrive en tant que C2, parce que les joueurs qui vont être impactés par ce bug, c'est tous les joueurs qui vont jouer avec le polonais. Donc c'est ce que je disais, sur tous les joueurs qu'on a, donc dans la globalité, seule une partie joue avec les sous-titrages en polonais. Et du coup, c'est pour ça qu'on va choisir cette chance-là. Même si CD Projekt Red est un studio polonais. Leur optique, eux, c'est qu'ils développent les jeux en anglais et ensuite ils les traduisent en fonction de leur... dans toutes les langues qui sont possibles. Mais la base, c'est l'anglais.
Du coup, ça nous donne un I2, C2, ça nous donne une priorité 5. Le crash Stadia, bah, effectivement, on a dit que c'est un impact, enfin, c'est un impact important, donc c'est un crash. Et pour vous, c'est quoi la chance que cela arrive? C1, d'accord. Pourquoi ça serait C1 d'après toi? Si tu veux... Alors, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas forcément ce qui va se passer là. Dans le sens où, vu que c'est le crash va arriver sur une personne, sur sa sauvegarde à lui, en fait. Donc, ça va être. Le problème, là, dans ce contexte-là, c'est pas avec eux pour lui. En fait, quand tu dis impacté, ça veut dire est-ce que moi, si je fais ce bug-là, est-ce que tous les autres joueurs vont l'avoir ou est-ce que tout le monde peut l'avoir? En gros, tu veux dire, on a tous la même version. Donc, si moi, j'arrive à faire ce bug-là, toutes les autres personnes qui ont la même version que moi peuvent le refaire. Oui, alors du coup, oui, si moi j'ai cette version, si on a tous la même version et qu'une personne arrive à le faire dessus, normalement, dans la logique, comme d'habitude, si on enlève le fait qu'il peut y avoir des problèmes hardware, tout le monde peut reproduire ce problème. Du coup, la chance que ce problème arrive aussi, c'est un C2. Ça veut dire que sur toute notre plateforme, il y a quelques utilisateurs qui vont avoir ce problème-là. Et c'est les utilisateurs de cela. Donc ça veut dire que ça nous fait en fait un problème avec une priorité P4. Vous voyez un peu comment c'est tricky le fait de trouver des bugs, de devoir les prioriser, sachant qu'il y a beaucoup de problématiques à prendre en compte, le nombre de joueurs en plus, qui va être touché, qui sait quand même mettre de côté, enfin, sachant que c'est une galère, sachant qu'on n'est pas beaucoup à fixer les problèmes. Du coup, il faut bien comprendre que ce genre de bug-là, dans une production, on ne les laissera pas partir. Mais c'était vraiment pour vous montrer la réflexion qu'on doit avoir derrière. Est-ce qu'en fait, la réflexion, c'est la peste ou le choléra, hein, vraiment. C'est qui sait qu'on va sauver et qui sait qu'on va pas sauver. Hein. Et en général, si on les sauve pas, on les repousse à la mastodonte d'après pour que tout le monde ait quand même un fixe. Ou des fois, il arrive qu'on fasse des petites maintenances spécifiquement pour venir corriger des problèmes parce qu'on sait que trop de joueurs sont impactés. En tout cas, félicitations. Vous avez fait un excellent taf avec ces Projekt Red. Ils sont contents de vous et vous allez pouvoir continuer à travailler avec eux. Ça fait déjà 1h30 qu'on discute ensemble, donc on va faire un petit récapitulatif ensemble de la conférence. On a vu qu'il y avait quand même plusieurs types de testeurs, QA testeurs, QC testeurs, c'est le cas. Il faut comprendre que la nomination de ces postes, on est dans une industrie qui est en perpétuelle évolution. Certains studios disent qu'ils recrutent du QA, mais aussi en même temps ils font un peu de QC parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour recruter des gens du QC. Voilà, faire attention à l'appellation du poste, sachant que vraiment il y a une grosse différence entre le QA qui lui vient tester sur un produit fini et le QC qui lui teste pendant le développement de la feature. Apprenez à bien prioriser vos tâches, c'est quelque chose de très important pour vous et ça permettra d'être plus pertinent dans votre travail. Remplissez vos fiches analytiques de bugs avec le plus d'informations possible parce que plus vous donnez d'informations concrètes et lisibles et plus vous enlevez de la charge de travail aux personnes après vous.
Et ça se ressent vraiment et les gens seront contents de travailler avec vous et ils vous diront à vos supérieurs: «C'est vraiment cool de travailler avec un tel parce que, bah, il va me chercher toutes les infos, j'ai juste à ouvrir, comprendre de mon côté». Alors que si la personne doit aller vous contacter la personne qui s'occupe du design, essayer de comprendre, il va pas s'en sortir, sachant qu'il a encore une dizaine de bugs derrière lui qui l'attendent et en général, ils ont une très grosse pression. C'est pour ça qu'il faut savoir communiquer de façon limpide. Comme je le disais, vous allez envoyer des mails à énormément de personnes. Souvent, on ne parle pas la même langue. Essayez d'être le plus efficace possible pour que toutes les informations soient comprises rapidement et sans problème. Observez bien ce qui se passe autour de vous, que ce soit quand vous cherchez des bugs, comme on a fait tout à l'heure sur The Witcher, au boulot, les discussions sur votre projet. Et soyez créatif dans la façon dont vous travaillez. Dites-vous toujours qu'il y a un joueur qui, lui, va faire exprès de casser votre jeu. Et soyez plus intelligent que lui, cassez-le avant lui. Et j'aimerais en fait du coup terminer cette conférence sur une citation de Gordon Hinckley qui disait « Sans travail acharné, rien ne pousse sauf les mauvaises herbes ». J'espère que ça s'est très bien passé pour vous. J'espère que vous avez appris des choses. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, Vous j'avais une pouvez petite me- question. Alors, 2 petites secondes, je termine avant que tu poses ta question. Désolé. Non, il n'y a pas de souci, c'est moi, hein. J'ai lancé alors que j'avais pas terminé. Vous pouvez me contacter par mail, LinkedIn, pour la façon un peu pro. Et n'hésitez pas de m'envoyer un message par Discord. Il n'y a pas de souci. En général, moi, je suis sur les salons Discord encore d'Artsup. Pinguez-moi. Si je peux vous répondre rapidement, je vous réponds. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Du coup, les questions, allez-y. Oui, c'était par rapport à votre point de vue, du coup, au point de vue du coup, de n'importe quel QCQA, sur le speedrun et l'exploitation de failles, qui sont généralement des failles très difficiles à reproduire. Est-ce que ça arrive que pour le bien du speedrun et de certaines exploitations de failles qui ne sont pas vraiment malsaines d'un certain point de vue pour le jeu, mais qui sont amusantes pour certaines personnes qui veulent vraiment essayer de le faire, est-ce que vous le laissez ou est-ce que généralement c'est patché pour des raisons obscures? En fait, ça va dépendre vraiment du projet sur lequel tu travailles et alors, l'idée de fixe ou pas le problème qui peut permettre un speedrun, c'est pas à nous en tant que testeurs de déterminer si on fixe ou pas. Ça va être aux designers qui, eux, vont par plusieurs raisons. Le fait peut-être que le speedrun, ça vous apporte de la hype dans votre jeu, ça vous fait peut-être plus de ventes. Et ben en fait, la nouvelle façon dont les joueurs ont trouvé de jouer sur votre jeu, et ben en fait, elle est vraiment fun. C'est les designers qui, eux, vont décider si l'exploit du jeu est autorisé ou pas. C'est pas aux testeurs de déterminer si on vient fixer le problème. S'il nous dit, bah non, par contre, on estime que ça nuit à notre expérience de joueur, tous les bugs que vous voyez dans les speedruns, vous nous les reportez et nous, on les fixe. Est-ce que ça a été assez clair comme réponse? Ça va vraiment dépendre du coup, des studios, de la physionomie de leur jeu, comment ils le voient sur le long terme, toutes ces choses. D'accord, donc c'est vraiment un point de vue subjectif, il n'y a pas de... Oui, totalement. C'est pour ça qu'il y a certains jeux qui laissent tous les bugs des speedruns et certains qui les fixent, hein. Alors, je vois, il y avait des questions. Donc, est-ce que ce tableau est une règle universelle ou c'est un truc subjectif? Eh ben, on va dire que c'est plus ou moins subjectif, dans le sens où, en fonction de tes besoins, tu vas pouvoir modifier comment se range le problème. Donc, on me disait tout à l'heure, si par exemple, vous voulez ajouter, vous dire, par contre, non, on estime que on a le nombre de joueurs sur les plateformes est très importante. Vous allez venir vous ajouter par exemple une colonne dans les plateformes. Et si ça arrive sur PlayStation, et ben pour vous, un bug sur PlayStation aura plus d'importance que le reste. On va dire que c'est une base, un tronc commun, et qu'ensuite vous venez travailler pour que ce soit plus subjectif à votre boulot. Mais l'idée est la même. Notre sévérité, donc impact du bug,
en rapport avec la probabilité qu'il apparaisse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Mmh. Alors, il y a un peu un mix des 2, dans le sens où, comme journée, on a toujours des milestones et indirectement, en fait, les tâches se dessinent. Si pour la milestone, on doit avoir tous nos véhicules qui sont intégrés, et ben, on va faire en sorte que tout le contenu est intégré. Donc, on va tester nous-mêmes. Le leader, enfin, notre lead peut venir nous voir en disant bah, ok, par contre, c'est un peu short niveau temps. Là, il faudrait quand même que ça te passe une grosse priorité pour toi parce que il faut, par exemple, que on envoie après les véhicules chez les constructeurs, que eux valident. Il y a d'autres paramètres. Donc, inconsciemment, il y a des priorités qui se mettent en place. Le leader, lui, peut venir pour venir les bousculer et remettre des choses un peu plus high prio. Mais ouais, c'est un mix des 2. Et après, inconsciemment, une fois que tu as fait ton premier sprint, que tu as appris comment ça marchait avec les équipes, il y a des temps forts, il y a des temps mous. Peut-être, moi personnellement, quand je prends ce que je fais quand je travaille sur les vanités, je sais que j'ai un très gros temps fort en début de production. Donc les 2 premiers mois où c'est presque 100% de mon travail. Sauf qu'une fois que j'ai terminé mon travail, j'ai plus besoin de travailler sur les vanités pendant 2 mois. Sauf qu'entre ces 2 mois, je sais que je vais avoir toute l'équipe marketing qui, elle, va arriver et qui va commencer à travailler. Donc voilà, en fait, il y a un schéma qui se met en route inconsciemment. Je sais pas si je me suis pas perdu dans mes explications et si ça t'a bien aidé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh bien, je vous remercie. Prenez soin de vous. Je sais que c'est pas simple en CA. Et donc, je vois Rémi qui me demande si des tips pour repérer les bugs. Bah, comme je le dis, ça va dépendre de la connaissance que tu as de ton projet ou la mécanique. Le plus simple pour être pertinent dans ta recherche de bugs, c'est de te fixer sur une tâche précise. Imaginons que tu veux, notamment moi, je travaille sur le shop de The Crew 2. J'apprends tout de A à Z comment marche le shop. Donc, je suis niveau égal d'un designer. J'ai les mêmes connaissances que lui. Et grâce à ça, au fur et à mesure de tester, de voir aussi les bugs qui peuvent arriver que j'aurais pas pensé, et ben je vais automatiquement en fait aiguiser ma lame de dev tester et comprendre, savoir comment pré-shot les problèmes qui peuvent arriver. Je sais pas, par exemple, un problème que j'ai eu sur The Crew 2, on n'a pas d'interdiction, mais pour nous, on n'a pas le droit de donner gratuitement un item. C'est parce qu'il y a des questions de légal, toutes ces choses. Donc, on met toujours le prix minimum qui va être 1 CC, donc ce qui équivaut à 1 centime, et 7 bucks, qui est la monnaie in-game. Et ben, donc on a cette règle-là, mais il y a aussi une règle qui dit que tous les joueurs qui ont acheté le Season Pass, eux, ont moins 20% sur leur prix, sur tous les prix qu'ils achètent. Ça veut dire que si ton item il a 1 CC et que tu fais moins 20% d'un CC, tu sais déjà que le prix qui va être affiché va être à 0 €, alors que tu as pré-shot le problème sans même qu'il soit déjà dans le jeu. Vous voyez, c'est un peu la réflexion qu'il faut avoir. Donc voilà.
Alors, oui, je peux le dire, il n'y a pas de souci. On est. Alors, j'ai 2 managers. J'ai ma manager qui s'appelle Alexandra, qui est roumaine, qui vient de Bucarest. Donc, c'est pour ça que je disais que l'anglais est très important parce que plus de 50% de nos discussions se passent en anglais pour échanger avec elle. On a un second QC, lead, associate lead, il s'appelle, c'est ça son terme exact, qui est lui français, donc qui est un peu plus proche. L'associate lead, en fait, est plus proche de l'équipe, alors que le QC manager chez nous est plus tourné vers la production, qui va parler avec toutes les autres équipes. Il emmagasine toutes les demandes, leur envoie vers nous via notre associate lead, et c'est lui qui nous redispatche le travail. Et on est à peu près une dizaine, un pour chaque, presque 2 par feature. Sur live, par moment, je suis tout seul. On a 3 personnes sur le développement des features avec les designers. Donc là, on a sorti un mode de jeu qui s'appelle The Chase, vérifier que c'est bien ce qui est voulu, attendu par les designers. On a des gens qui s'occupent du comportement des véhicules, du handling. On a des gens qui s'occupent des missions, donc qui sont missions de testeurs, vérifier que le flow marche bien, qu'il n'y ait pas d'éléments qui viennent nous gêner. On a des sound testers qui, eux, qui font de la loca. On a du world, on a énormément de boulot. Et c'est bien ce qu'il faut pour travailler sur un jeu AAA. Alors, les recherches de stage, déjà en général, c'est difficile, et d'autant plus avec le Covid, où on est plus de 50% à travailler de chez nous. Personnellement, c'est ce qui se passe pour moi actuellement. Je travaille de chez moi en remote. Je sais que la politique d'Ivory Tower est très stricte en ce moment, sachant que même nous, on n'a pas le droit d'être tous dans les locaux. Alors je pense que c'est difficile pour une personne externe de venir, sachant qu'il n'y a pas toutes les équipes. Je pense que c'est galère. Après, tu peux quand même essayer. Il n'y a pas de... Qui ne tente rien à rien, comme dit. Mais c'est vrai que c'est bien tenté. Et en recrutement tout court. C'est dommage que cette conférence arrive que maintenant, parce qu'il y a eu un poste qui a été ouvert début novembre. Peut-être que vous l'avez vu, je ne sais pas, sur la FJV. En tout cas, de ce que je peux dire et de ce qui se sait, c'est que dans les années à venir, le recrutement de Ivory Tower va va incroyablement augmenter, dans le sens où The Crew 2 se porte bien. Et oui, comme dit Rémi, vous devrez être sur la FJV et vous verrez que en ce moment, Ivory recrute en masse. Alors pas forcément qu'en QC, mais je sais qu'il y a du design, peut-être ceux qui sont un peu plus pour le game art. Peut-être que vous trouverez aussi un peu ce que vous recherchez. Mais en moyenne, dans le studio, il y a 3 à 4 entrées par mois. Je sais pas si ça vous donne un peu une ordre d'idée. Ça fait quoi, une vingtaine de personnes. Ah non. 4, ça fait à peu près une quarantaine de personnes qui rentrent par mois. Et après, il y en a qui sortent, évidemment. Est-ce que vous avez d'autres questions que j'ai pas lues? A-t-on le droit de poser des questions sans rapport avec le QC? Comment s'est passée la discussion entre IART et Ubi? Je sais pas. Rémi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je commence à répondre ou est-ce que ça pourrait être l'objet d'une autre intervention? Ou est-ce que tu préfères... Ok, très bien. Comment ça s'est passé entre IART et Ivory, c'est que donc, j'ai terminé IART en juillet. J'ai postulé chez Ivory début novembre. J'ai eu mon entretien en décembre et j'ai eu ma réponse en janvier pour être recruté en février. Donc c'est énormément de temps, on n'a pas l'impression, mais on reçoit des
en moyenne, je sais pas, 20, 30 CV qui sont retenus, hein, je parle bien. Et après, il y a le fait de faire tous les tests et tout. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est un test qui est quand même. L'entretien avec Ubisoft est quand même assez costaud, dans le sens où c'est 2 heures, tout en anglais, parce que bah, forcément, il va falloir que vous montrez que vous parlez anglais, vous avez une conversation en anglais. Et par contre, ce que je peux dire, la première question qu'on m'a posée sur moi-même, c'est quels a été tes projets personnels et quel projet en es-tu le plus fier? C'est pour ça que j'ai eu la chance de pouvoir faire des projets personnels en même temps que mes cours à iArt. Et c'est ce qui m'a permis de me mettre en avant dans mon entretien en disant, bah voilà, j'ai fait ce projet-là, ça m'a beaucoup permis d'apprendre moi-même, comprendre la logique dans le développement, comment les bugs se créent, quel problème crée cette façon de développer. Donc voilà. Le conseil que je peux vous donner, c'est que tout ce que vous avez fait, en fait, vous pouvez le tourner d'une façon à ce que c'est un vrai impact durant vos recrutements. Alors, je vais être sincère avec vous, j'ai eu de la chance parce que j'ai postulé une seule fois. Il y a eu à ce moment où j'ai commencé à rechercher, il y avait une seule offre d'emploi, un seul offre d'emploi et c'était celle-là. Et pour le reste, ça a été des candidatures spontanées. Donc on sait très bien comment les candidatures spontanées, c'est que vu qu'on se propose à quelqu'un et que s'il n'a pas besoin de vous, bah c'est la vie, hein, mais je ne considère pas ça comme une réponse à une offre d'emploi. Donc ouais, une offre d'emploi, j'ai postulé une fois et j'ai été pris. Donc c'est vrai que te donner des conseils, est-ce que tu parles en termes plus de le recrutement lui-même? Merci beaucoup. Et du coup, voilà. Après, je vais pas vous mentir, il faut aller chercher des liens des fois où on les voit pas vraiment, hein. Dans le sens où les premières choses que j'ai appuyées, moi, quand j'étais à l'entretien, je leur ai dit, bah, je donne des cours à des élèves. Et ça veut dire que le fait de pouvoir donner des cours, ça m'a donné la capacité à rédiger des cours corrects, qui soient limpides, qui soient compréhensibles par tous, et toujours avoir une direction identique à ce qu'on veut. Et ça va être, c'est ça qu'il faut que vous démontriez à vos recruteurs. Dans votre expérience personnelle, qu'est-ce que vous en tirez pour que ça matche bien avec, le poste que vous recherchez? Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh ben, je pense que c'est parfait. Ah, moi, ouais. Ouais, ouais, pas de souci, ouais. Alors, ça a été un peu drôle, c'est qu'au début, quand j'ai postulé, je savais pas pour qui je postulais. Ça veut dire que au moment où j'ai commencé à postuler, en fait, ça avéré qu'il y avait un problème dans l'offre d'emploi. Et le lendemain, l'offre d'emploi était mise à jour et c'était pour Ivory Tower. Au début, je me suis dit, bon, bah, je vais. Ok, bah, testeur, ce qu'on me demandait, ça correspondait bien. C'était sur Lyon. C'était ma première. J'avais mon CV de prêt. J'ai dit, bon, bah, je vais tester, je vais lancer pour voir comment ça match, sachant que c'était ma première, je ne savais pas trop. Et en fait, le lendemain, quand je suis revenu sur AFJB, que j'ai actualisé, j'ai vu cette offre d'emploi Ivory Tower. J'ai dit, mais elle sort d'où celle-là? Je ne l'ai pas vue. Et en l'ouvrant, ça me disait, vous avez déjà postulé. Et je ne comprenais pas. Et c'est en fait en regardant mes historiques, en comparant les URL, que je me suis dit, en fait, non, c'est ça, c'est qu'il y avait un problème. Donc j'en ai parlé après avec les RH qui m'ont dit que c'était bien ça, qu'il y avait eu un problème au tout début.
et que ils avaient corrigé vite le pareil, mais j'étais dans la première salle où je savais pas chez qui je postulais. Ah, c'est vrai, ouais. Merci. Bon, après, c'est comme ça, hein. Un peu de chance, des fois, ça fait du bien. C'est pas à vous que je vais vous cacher ça, hein. Bon, il y a aussi de la chance, mais il y a aussi quand même du travail derrière, hein. Il faut pas se leurrer. C'est pas pour jeter des fleurs, mais depuis que j'y suis, je vois des personnes qui postulent et on voit tout de suite les gens qui travaillent un petit peu, pas beaucoup, ou ceux qui se reposent sur leur laurier, et ceux qui arrivent et qui ont une vraie envie de travailler et qui le démontrent rapidement. Oula, bah, je vois qu'on a vachement dépassé, plus d'une vingtaine de minutes. Je suis désolé pour vous, j'espère que vous n'avez pas trop faim. 1h50. En tout cas, merci de votre présence. Ça a été vraiment cool de pouvoir vous donner cette conférence à vous. Et ben, prochaine personne dans l'univers du jeu vidéo. J'ai hâte qu'on puisse travailler ensemble dans l'industrie. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, mais je suis sûr qu'on travaillera un jour ensemble. Vous allez voir que l'industrie du jeu vidéo est très petite au final et qu'on connaît beaucoup de personnes. Eh ben, merci. Est-ce que peut-être tu veux récupérer le... Je te passe le micro, Rémi, si tu le veux. Ah. Bon, et bah, je vais terminer. Du coup, je sais pas si tu avais des choses spéciales à dire. Je vous souhaite une bonne soirée, les amis. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Discord. C'est le plus simple si vous voulez m'ajouter sur LinkedIn. Et puis, si j'ai des insights en sachant qu'il y a peut-être des postes qui vont s'ouvrir, je vous enverrai un petit message dans Discord. Préparez bien vos CV parce que ça arrive toujours des fois à l'improviste, on ne sait pas, et il faut pouvoir dégainer rapidement. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire que vous connaissez telle et telle personne parce que ça fait quand même la différence. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Merci. merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée, merci. Au revoir. Au revoir, merci, bonne soirée.